Voilà. Donc, comme je disais, bien. Donc, nous allons ouvrir notre fichier qu'on a commencé à utiliser depuis, ça fait déjà 2 semaines, je crois, des séances que nous utilisons ce même fichier. Donc, le fichier n'est pas vraiment détaillé, mais le problème est que nous sommes en train de voir les techniques qu'il faut pour pouvoir faire un très bon plan de coffrage. C'est-à-dire, juste à ce qu'on a essayé de parler même sur comment faire les ferraillages. On a essayé de parler aussi sur ça. C'était, je crois, c'était sur les dalles, pleines comme ça, je crois. Maintenant, aujourd'hui, on va voir quelles sont les charges. Quand je dis les charges, on pense directement aux charges d'exploitation et aux charges permanentes. Donc, on va commencer par les actions permanentes, c'est-à-dire G, qu'on appelle carrément G. Maintenant, pour commencer, nous allons savoir, en fait, parce que quand on demande les actions permanentes, on a premièrement le poids propre. C'est ça qui vient en premier dans nos têtes. Le poids propre qui peut être des charges surfaciques. Donc ici, par exemple, on peut utiliser l'unité kPa. Quand je dis kPa, c'est kilopascal pour les charges surfaciques. On va utiliser kilonewton par mètre linéaire pour des charges linéaires. On va utiliser les kilonewtons pour les charges ponctuelles. Donc, on peut avoir les charges permanentes qui peuvent être des charges surfaciques. OK? On peut avoir des charges permanentes qui peuvent être des charges linéaires. Le truc là n'écrit pas bien. Et on peut avoir les charges ponctuelles. Donc, les charges ponctuelles aussi, ce sont des charges, les actions qui sont permanentes. Maintenant, nous pouvons aussi avoir, bon, on s'arrête ici par exemple, on peut aussi avoir les charges d'exploitation, ok, les actions variables. Sur les charges d'exploitation, on peut avoir aussi des charges surfaciques, linéaires même, et ponctuelles. Tout ça, on peut avoir ça aussi en exploitation, tout comme des charges permanentes aussi. Maintenant, quand on dit quelles sont les différentes charges ponctuelles et surfaciques au niveau des actions permanentes, c'est-à-dire nous pouvons avoir les charges surfaciques premièrement. Je peux avoir, ce sont les charges des dalles. Vous voyez, par exemple, les dalles qu'on avait fait la fois passée, c'était 12 plus 4. On prend les deux et 16 plus 4. Donc, ce sont des charges surfaciques. Voilà. Maintenant, ces charges-là, 12 représentent, on avait dit 12 représentait les entre-vous, 16 aussi les entre-vous et 4 était la dalle de compression. Donc, par exemple, si vous voulez savoir 4 en compression, c'est une dalle homogène. Quand je dis homogène, c'est carrément dalle pleine. Donc, une dalle pleine de 4 a une charge de 1 kilopascal. Parce que je vous ai dit que les surfaciques seront en kilopascal. Maintenant, une dalle de 12 plus 4, je crois c'est 2,6 kilopascal. Et une dalle de 16 plus 4, je crois c'est 2,85. OK? Donc, vous pouvez essayer de vérifier pour voir est-ce que ça vérifie. Par exemple, si vous utilisez une dalle de 4, ça fait 1. Une dalle de 12, je vais essayer de prendre le poids volumique des entre-vous ou bien des briques, je considère ça par exemple, qui fait 13, ça fait 1350 par exemple, 13,35, je vais multiplier par 0,12, ça me fait 1,6, ok, plus 1, ça me fait 2,6. Donc je peux utiliser ça, je considère que c'est comme ça que nous pouvons trouver cette charge surfacique des panneaux. Maintenant ici c'est 2,85.
Maintenant, sur les charges linéaires, on peut avoir quelles charges? On peut avoir les charges de maçonnerie. Ok? Les maçonneries, ce sont des charges qui sont permanentes. C'est-à-dire, ce sont des charges qui sont là. Là. Forcément là. Mais linéaire, c'est pas seulement la maçonnerie. Vous pouvez avoir aussi, on peut utiliser aussi les planches pour servir de couverture. On n'est pas obligé d'utiliser la maçonnerie pour servir de couverture. On peut utiliser les planches, on peut utiliser euh, les, 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 les murs rideaux, on peut utiliser beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment que la maçonnerie. Même si c'est une maçonnerie, on a des maçonneries des épaisseurs différentes. On peut avoir la maçonnerie de 10, la maçonnerie de 7, la maçonnerie de 12, la maçonnerie de 15, la maçonnerie de 20, ainsi de suite, ainsi de suite. Par rapport à votre fournisseur. Bien par rapport, souvent les séparations des salles de bain, souvent vous le faites avec la maçonnerie de 10. Quand vous dessinez, souvent vous le faites avec la maçonnerie de 10, avec les enduits, ça vous fait 13. Vous voyez? Donc ça veut dire que là-bas, ce sont les 10 que vous allez utiliser. Donc la charge là-bas sera moins par rapport à la charge de la maçonnerie. Donc on va voir ça tout à l'heure. Tout ce que je suis en train de dire ici, on va essayer de démontrer ça. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les charges ponctuelles? Les charges ponctuelles, ça peut, en fait, quand on dit une charge ponctuelle, c'est une charge qui peut être verticale. Vous voyez que verticale. Souvent, on utilise, par exemple, les poteaux, l'effort normal. C'est une charge ponctuelle, par exemple. Vous voyez? Par exemple, on peut avoir cette charge au niveau de la semelle, cette charge même au niveau de la poutre. Il peut y avoir qu'il y a des poteaux, bien des redresseurs qui naissent au niveau des poutres. Vous voyez que ça veut dire que cette poutre-là supporte cette charge ponctuelle. Même le radier reçoit en fait les charges qui arrivent au niveau du radier, ce sont des charges ponctuelles qui sont bien localisées. C'est pour cela qu'on vous demande de calculer le poinçonnement. Vous voyez? Donc, on vous demande de calculer le poinçonnement parce qu'il y a des charges ponctuelles qui sont bien localisées à un endroit qui peut causer un poinçonnement de cette dalle. Bien. Maintenant, j'étais en train de parler des différents types de charges surfaciques. J'ai dit que ce sont des charges, on a pris l'exemple, on peut avoir le poids propre. Donc, je vais prendre une feuille comme ça. On peut avoir le poids propre. Quand je dis le poids propre, ce sont des charges que je viens de citer. Par exemple, pour les charges surfaciques, ce sont les poids des dalles, c'est-à-dire les dalles de 16,4, 12,4, ainsi de suite. En dehors de poids propres, par exemple, on peut avoir les surcharges permanentes. Ok? On peut avoir les surcharges permanentes. Les surcharges permanentes, ce sont des charges qu'on ajoute, par exemple, après l'ossature. Donc, on finit de faire les gros œuvres. Voilà, on va ajouter les surcharges permanentes. Ok? Maintenant, par rapport aux surcharges permanentes, on va essayer de citer ça ensemble. Les surcharges permanentes, moi je connais, je cite un. Premièrement, c'est le revêtement. Ok? Quand je dis revêtement, c'est le carrelage plus mortier de pose. Je peux prendre de 5 cm ou bien de combien de centimètres? C'est 1 kPa. Ok? Maintenant, qui d'autre connaît une autre surcharge permanente? Citez n'importe où. Qui connaît d'autres surcharges permanentes? Moi, j'ai cité le revêtement. Et l'enduit sous plancher. Enduit sous plancher, ok? Enduit sous plancher. Enduit sous plancher. Enduit sous plancher, ok? Maintenant, la valeur de l'enduit sous plancher, c'est facile à déterminer. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'épaisseur de l'enduit. Quelle est l'épaisseur de l'enduit sous plancher que vous utilisez au quotidien quand vous êtes au chantier? Ou bien que vous avez déjà entendu parler? Isa, Oui, quelle est l'épaisseur de l'enduit sous plancher que tu as déjà entendu parler? pas trop. 3. Oui, 3 quand même, c'est... trop. Oui, 3 aussi c'est bon, mais 3 c'est gros quand même. Hein? Hein? C'est gros. Ouais, 0,2. 0,2. Ok. Ouais. Souvent c'est 0,2. 3 aussi, ça peut se faire. Mais beaucoup plus c'est 0,2.
Parce que les enduits sur les faces des murs, souvent c'est 1,5. Voilà. Mais il peut arriver que tu peux mettre 2. Ça dépend en fait de la manière dont le maçon il a fait le mur. Il y a des maçons où tu regardes le mur comme ça, c'est c'est pas aligné. Maintenant, toi, quand tu vas venir faire les enduits, tu vas essayer de redresser ça. Donc, du coup, il y a des endroits qui auront des enduits de 1 cm ou bien 1,5, d'autres 2. Vous voyez qu'il peut y avoir des petites différences comme ça. Ok, donc 0,2 comme épaisseur de l'enduit. 0,2 là, c'est en mètres ou bien en centimètres? Hein? En mètres. Non, mais 0,2, ça veut dire que c'est 20 cm. Ouais, c'est en mètres. Je dis quand tu dis 0,2 là. C'est 0,02. Voilà, 0,02. Voilà, donc on va multiplier ça. Comment faire pour déterminer cette charge? On va multiplier ça par le poids volumique de l'enduit. Vous voyez? Pour trouver voilà. Le poids volumique de l'enduit, c'est 18. Donc, je donne ici les valeurs sont en kilonewton. Vous voyez? Donc, toutes les valeurs ici sont données en kilonewton. Maintenant, donnez-moi la valeur. Ça nous fait, en prenant la calculatrice, ok? Donc, on a 18 qui est le poids volumique de l'enduit qui est multiplié par l'enduit sous plancher. Ça nous donne 0,36. 0,36. Toujours kPa. kPa, c'est kilonewton par mètre carré. C'est bon? Maintenant, on cite encore une autre charge permanente. Toujours surfacique ici. Quelle est l'autre charge permanente surfacique que vous connaissez? L'intensité. Là? L'intensité. Étanchéité, hein? Ouais. Ok, très bien. On peut ajouter de l'étanchéité, ok? Bon, on va prendre les étanchéités de 2. Souvent, c'est 0,12. Quelle est votre charge? Forme de pente. Au niveau de la terrasse, on peut ajouter la forme de la pente, non? Ok, donc forme de pente, FP. Bien. Quelle est la charge? 2,2. Ou bien. Comment tu as trouvé? Comment tu as trouvé Masse 2,2? volumique. On peut prendre masse volumique multipliée par l'épaisseur de la forme de pente. Ok, quelle est la masse volumique que tu nous proposes? 2200 Dan par mètre. Ok, donc 22. Ok, 22. C'est la masse volumique de quoi? C'est la masse volumique de quoi? Masse volumique de la forme de pente. Non, ne dis pas que c'est la masse volumique de la forme. La forme de pente n'a pas de masse volumique. En fait, c'est un matériau qu'on a utilisé. L'élément que tu es en train de dire là, c'est un matériau que tu utilises. Pour faire la forme de fonte, on fait un mélange. Vrai ou faux? Ouais. Tu utilises les grains de riz, tu utilises même l'eau, tu utilises le sable, tu utilises le ciment. Ouais. Quand tous les éléments que j'ai utilisés, ça forme quel béton? Ça forme le béton tout court. Ça forme le béton non armé. Béton non armé. Voilà. Parce que quand on fait la forme de pente, on utilise le béton non armé. Voilà. Donc, et le poids volumique que tu as dit ici, c'est ça qui fait 22. Donc, c'est le poids volumique du béton non armé. Donc, on va multiplier par l'épaisseur de la forme de pente. Donnez-moi l'épaisseur de la forme de pente. Bon, de toutes les façons, l'épaisseur de la forme de pente est variable. Voilà. Voilà, donc c'est variable par rapport à la diagonale que tu as, par rapport à ton projet. Donc, on peut prendre 10 cm. 10 cm, j'aurai une grande forme de pente. Hein? En fait, ou bien 0,60. voilà. 5 cm.
Voilà, parce que, en fait, la forme de pente, on pointe le point le plus haut et il y a aussi le point le plus bas. Oui. Voilà, pour faire permettre qu'il y ait drainage, pour ne pas que l'eau puisse rester sur la dalle, pour éviter les infiltrations. Ok, vous proposez quelle épaisseur pour qu'on puisse mettre là-bas et calculer? Donc, on prend le point le plus haut, hein. En béton armé, c'est ça. Combien? 6 cm, c'est bon. 6, donc 0,06. 0,06. Ok, donc je dis 22 fois 0,06. Ça fait 1,32. 1,32 kPa. Ok, donc c'est pour cela qu'on a dit que les formes de pente sont variables en fait. Donc c'est pas parce que on a calculé ici 1,32 que sur tous tes projets ça doit être 1,32. C'est pas ce qu'Adams a dit. Moi j'ai pas dit ça. Bien. Il y a encore une autre charge surfacique permanente. S'il n'y a pas d'autres charges permanentes, on passe à d'autres charges. Maintenant, je vais vous poser une question que peut-être vous allez chercher. Je demande, par exemple, aussi, ici, au niveau de l'édicule, ici, ok? Souvent, c'est au niveau de l'édicule où on pose des réservoirs d'eau, vrai ou faux? Ouais, vrai. Ça peut être au niveau de l'édicule, tout comme au niveau d'une dalle, quelqu'un qu'on a pris comme ça, on a posé. Ouais. Ok. Maintenant, est-ce que cette charge-là, est-ce qu'elle est négligeable? Non. Mais est-ce que depuis que tu dimensionnes, est-ce que tu as déjà mis ça sur ta dalle? Au niveau de l'édicule, si. Ok. Quelles sont les valeurs que vous utilisez là-bas? Si par exemple, quand j'ai un réservoir de capacité 2000 litres, je vais transformer ça en charge surfacique. Ok. 2000 litres, ok. 2000 litres. Quelle est la forme? Pour transformer ça en surfacique, il faut connaître la forme du réservoir. Ouais. Quelle est la forme du réservoir? Parce qu'on a deux types de réservoirs. On a les réservoirs qui peuvent être cubiques, d'autres peuvent être cylindriques. Ah ouais. Les réservoirs qui sont en blanc là, de couleur blanche là, c'est cubique. Ouais, c'est cubique. Voilà, maintenant, les noirs là, ou les noirs ou les bleus là, ça c'est cylindrique. Ok, ouais, donc si c'est cubique, si c'est cylindrique, tu utilises la surface. Pi d carré sur 4, tu vois. Là, ça tu utilises la surface. Mais si c'est l'autre, tu utilises comme c'est cubique, ça peut être A égale à B. Donc ça peut être A au carré pour la surface. Donc de toutes les façons, dès que tu as la surface, ça te permet de convertir les charges. Convertir en charge, ouais. Voilà, très bien. Donc vous pouvez compléter. Maintenant, nous avons cité les différents types de charges permanentes que nous pouvons rencontrer au niveau des charges permanentes surfaciques. Ce sont les surcharges surfaciques. Bien. Maintenant, on va prendre les charges permanentes linéaires. Donc, on va calculer comme charge de maçonnerie. Bon, on va prendre les exemples de maçonnerie qu'on rencontre souvent, les 10 cm, les 15 cm et les 20 cm. Ça, ce sont les maçonneries qu'on rencontre le plus souvent. Bien. Comment faire pour déterminer cette charge? Donc, premièrement, quand vous calculez un élément de surface, je vous ai toujours dit qu'on calcule en mètres linéaires. On calcule en mètres linéaires. C'est-à-dire, on prend en mètres linéaires. Ok? Mais si on calcule en mètres linéaires, on va trouver sous forme surfacique. Absolument. Ok. Donc, disons, je peux dire G maçonnerie. Ça sera d'abord les briques que je vais additionner avec les enduits. Voilà. En fait, ça, c'est quand après,
ça C'est va pas me la donner terre. en kPa. Parce que ici, je vais utiliser en mètre linéaire. Ici aussi, c'est en mètre. Donc, ça va me donner en kPa. Donc, ici, je vais Absolument. multiplier par la hauteur de cette maçonnerie, en fait. Oui. OK. Maintenant, je vais dire que hauteur de ma maçonnerie, ça sera la hauteur totale moins l'épaisseur de la poutre. OK? Bon, on va caler, par exemple, 3 mètres. Par exemple, vous pouvez avoir un projet, par exemple, je vous montre. Ça, vous voyez, je vous montre un exemple d'un plan là, qui est devant moi. Vous voyez, par exemple, sur ce plan, vous voyez que la hauteur ici, ça fait 4 mètres. Vous voyez que ici, la hauteur de la maçonnerie sera différente de la hauteur que j'ai pris standardement ici. Par exemple, Oui. quand vous regardez le haut de ce plan, en dehors de 4 mètres qui est en bas ici, quand vous regardez cette mezzanine, vous voyez que c'est 320. Ici, c'est 320. Ici, c'est 320. Donc, si tu enlèves les retombées, l'épaisseur de cette dalle-là, tu peux rester avec 3 mètres. Donc, ici, la hauteur de la maçonnerie, c'est plus de 3 mètres, c'est 4 mètres. Vous voyez que c'est différent. Donc, il faut bien regarder le plan avant de pouvoir mettre les charges de maçonnerie. Ce n'est pas qu'un tel avait utilisé 3 mètres comme hauteur de maçonnerie, que forcément je vais utiliser 3 mètres comme hauteur de maçonnerie. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Effectivement. Ok. Donc, on va prendre pour nous, par exemple, un exemple de 3 mètres. Bien. Ici, j'ai enduit. On va juste remplacer 0,02 par 0,015. J'ai aglo, j'ai dit brique, j'ai montré tout à l'heure comment l'utiliser. J'ai brique, il fallait faire le poids volumique des briques multiplié par l'épaisseur. Ok? Donc, on va dire le poids volumique des briques, on va prendre par exemple 14, multiplié par l'épaisseur des briques. On prend les briques de combien? De 15, par exemple. De 15. Ok? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on aura? On aura 14 multiplié par 0,15. 0,15. Ça donne 2,1 kPa. Bien. Maintenant, je viens ici. Je remplace ici par 0,015. Mais cette fois-ci, ça sera doublé parce qu'on a les enduits externes et les enduits internes. Donc, ça nous fait 0,03. 0,03 multiplié par 18. Ça fait 0,54. Donc, je reviens ici. Je dis 2,1 plus 0,54, ok, fois 3. Donc, je calcule cette valeur-là. Côté de 792 ou bien 0,792. Ok, ça me donne ça. Fois 3, ça me donne 792. 7,92 kilonewtons par mètre linéaire. Bon, ça, souvent, vous pouvez mettre 8 kilonewtons par mètre linéaire. Mais cette valeur, en fait, cette valeur, ce n'est pas une valeur à retenir par cœur. Bon, pourquoi? Parce que si la maçonnerie change, si vous faites un immeuble, par exemple, de R+6, 7, 8, vous allez utiliser la maçonnerie de 20 ou bien les poutres de 20. Du coup, vous allez dire que c'est la maçonnerie de 20 qui sera utilisée. Ça change. Ce n'est plus 14 multiplié par 0,15, ça sera 14 multiplié par 0,2. Maintenant, si, par exemple, la hauteur, je fais 2,1 plus 0,54 multiplié par 4. Vous voyez, ça me donne 10,56. Vous voyez, pratiquement 11. Mais, effectivement, ça, j'ai utilisé la maçonnerie de 15. Mais quand les hauteurs changent, la valeur change. Quand l'épaisseur de la maçonnerie aussi change, la valeur change. Donc, vous pouvez, si vous ne faites pas attention, vous pouvez sous-dimensionner. Or, il faut éviter de sous-dimensionner quand vous êtes en béton armé. Parce que sous-dimensionner, c'est un danger. Surdimensionner, tu es en sécurité, mais c'est aussi un problème d'économie. Voilà, un ingénieur aussi, quand tu calcules, il faut penser aussi à l'économie. Tu penses à l'économie, sinon tu ne seras pas beaucoup plus sollicité. On pense à l'économie. Quand tu sais que tu fais des structures, tu fais des plans béton, ou des gens
te consultent, les gens trouvent que tes plans sont raisonnables et sont en sécurité. Souvent, quand vous faites des plans béton, souvent il faut dire au maître d'ouvrage de prendre le projet, d'amener au bureau de contrôle. Tu vois? Voilà, le maître d'ouvrage va amener le projet au bureau de contrôle et le bureau de contrôle va contrôler ton projet. Maintenant, si tu n'amènes pas au bureau de contrôle, ou bien le maître d'ouvrage dit qu'il n'amène pas au bureau de contrôle, essayez de trouver au moins un ami qui calcule aussi. Voilà. Essayez de lui partager par exemple ton plan de coffrage. Il va voir. Parce que toi seul, tu peux être fixé sur quelque chose, mais tu ne vois pas par exemple la petite erreur qui se trouve à gauche ou bien à droite. Mais par exemple, moi, quand je vais regarder ton plan, je vais te dire, oh ok, tu as oublié de faire quelque chose ici que tu devrais faire. Tu as oublié. Regarde ici, tu devais faire ceci. Tu vas dire, ah ok, tu vois, juste parce que il y a eu maintenant 4 yeux sur le même plan. Voilà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, nous avons essayé de calculer les différents types de charges qui sont ici. Ok, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, les charges d'exploitation que vous savez, les plus utilisées quand vous faites des bâtiments résidentiels, c'est la charge d'exploitation de 1,5, vous voyez, KPA sur les étages courants. Ça peut être aussi au niveau de la terrasse accessible. Et cette même charge d'exploitation peut être utilisée de 2,5 KPA pour les escaliers. Parce que, en fait, les charges d'exploitation, on parle ici de l'usage. Et exploitation aussi, au niveau des balcons, ça peut être 3,5. Mais je vais vous dire aussi une chose, que ça c'est parce qu'on travaille sur les anciennes méthodes du Bael, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sinon, cette charge, ça peut être modifié. Par exemple, quand tu calcules les bureaux. Quand tu calcules les bureaux, la charge d'exploitation étage courant, c'est 2,5. Vous voyez? Mais il y a une chose. En fait, quand on calculait les charges avant, on se disait, qu'est-ce qu'on se disait? On disait que la majeure partie des gens qui exploitent les locaux, ce sont des gens qui vivent sans handicap. Tu vois? Mais après, on s'est rendu compte que c'est pas seulement des gens qui vivent sans handicap qui exploitent les bureaux ou bien les bâtiments, il y a aussi des gens avec handicap qui exploitent les bureaux. C'est ça, non? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? C'est-à-dire, les gens qui exploitent, on a créé un système qu'on appelle RMS 90. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Les gars de Bael là, vous êtes où là? Les Bael, ils aiment le Bael. Bien, quand vous ne savez pas ça encore, donc on va mettre ça de côté. Les jours que vous allez apprendre ça, on va revenir ici. Bien, donc on va s'arrêter sur les différentes charges qui sont ici. Donc, on met ça de côté. Mais un jour, quand vous allez dimensionner un projet que vous aurez besoin de ça, on va voir ça. Donc, 1,5, 2,5, 3,5. Ici, j'ai dit c'est balcon. Ici, j'ai dit que c'est escalier. Ici, j'ai dit que étage courant. Voilà. Bien. Maintenant, on va aller sur le bâtiment. Sur ce bâtiment, par exemple. Maintenant, on se dit, on a dit que ici, c'est charge surfacique. Ici, c'est charge linéaire. Donc, dans le principe de la descente de charge, on charge ici en surfacique. Ça vient ici linéaire et ça va ici, ça devient les charges ponctuelles, c'est-à-dire les efforts normaux.
Maintenant, qui peut m'aider à calculer la charge qui arrive au niveau de cette poutre-là? Tout en savant que c'est une dalle de 12 plus 4, ok? Maintenant, ici, c'est une dalle qui se trouve au niveau de la terrasse. On prend exemple que ça, c'est la terrasse. Quand nous sommes au niveau de la terrasse, quelles sont les charges que nous pouvons rencontrer? Au niveau de la terrasse, on a l'étanchéité. On a dit c'est 0,12. On a la forme de pente. On a dit c'est 1,32. On a revêtement. On a dit 1. En dessous plancher, on a dit 0,36, je crois. Donc, je calcule la somme des surcharges permanentes qui me fait 0,12 plus 1,32 plus 1 plus 0,36. Ça me donne 2,80. 2,80 kPa. Vous voyez que la somme des charges surfaciques au niveau de la terrasse, ça fait 2,80. Ça fait 2,80 ici. OK? Maintenant, si je vous demande de trouver... Désolé. Si je vous demande de trouver la charge qui arrive au niveau de cette poutre, comment est-ce qu'on va procéder pour arriver là-bas? Donc, déjà, je vous explique, comme on avait dit la fois passée, la poutre qui est ici va recevoir la moitié de la charge de cette dalle et celle-là également. En fait, cette poutre reçoit la moitié de cette charge, de cette dalle et la moitié ici. Donc, cette poutre aussi va recevoir la moitié. Donc, c'est 1,5. Donc, vous calculez la somme des charges permanentes et le poids propre, vous multipliez par la coupe, c'est-à-dire par 1,5. Est-ce qu'on a saisi ce que j'ai dit? Oui, oui, effectivement. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Si, je suis d'accord. Ok. Donc, on va essayer de calculer ça ensemble. C'est bon? On va calculer la charge permanente d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire 2,80. C'est ça, non? Plus combien? La dalle, c'est 12 plus 4. Plus 2,6. Donc là, on a toutes les charges surfaciques. Ça, c'est quand vous êtes en train de calculer manuellement. Ça, vous êtes en train de calculer manuellement. Ouais. Voilà, c'est bon. Maintenant, quand vous êtes dans un logiciel, le logiciel, il y a des logiciels qui prennent en compte cette charge-là. Cette charge de 2,6. Vous voyez? Donc, ce que vous ajoutez, juste les surcharges permanentes. Donc, quand vous appliquez les charges dans un logiciel, si le logiciel prend en compte le poids propre, c'est-à-dire cette charge surfacique, vous n'ajoutez que les surcharges. Donc, ici, effectivement. Voilà. Donc, j'ai la somme de ça que je vais multiplier par 1,5. Certainement, ça va nous donner plus 2,6 multiplié par 1,5. Ça fait 8, 10. Donc, je vais prendre carrément 10. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai pris carrément 10 ou bien je pouvais prendre 9. Mais j'ai pris carrément 10. Donc, j'ai 10 kN par mètre linéaire. Donc, qu'est-ce que 10 kN par mètre linéaire? Donc, c'est par 1 mètre ici, c'est la charge que nous venons de calculer. Par 1 mètre, c'est la charge. Par 1 mètre, c'est la charge. Par 1 mètre, c'est la charge. Donc, quand vous multipliez ça par 5, vous trouvez 50 carrément, qui sera uniformément réparti. Donc, vous aurez une poutre qui sera comme ça. OK? Avec une charge uniformément répartie sur l'ensemble de la travée. Déjà, nous, on sait que par 1 mètre, on a une charge de 10. Donc, le logiciel, si tu utilises un logiciel, le logiciel va multiplier, en fait, par la travée. Et tu vas faire la même chose pour les charges d'exploitation. Donc, les charges d'exploitation, par exemple, tu as 1,5 et tu multiplies aussi par
la portée. Donc, si, par la coupe, s'il arrivait que derrière ici, il y avait une dalle qui était identique, donc ça veut dire que cette charge-là devait être multipliée par 3. Donc, on devait avoir 2 points ici. Voilà, on a ça. Ok, on multiplie par 3. On devait avoir 16. On devait avoir plus que ce qu'on a eu là. Vous voyez, on devait avoir plus que ça. Maintenant, je vais utiliser par exemple un logiciel qui va nous permettre par exemple de dire ce que je suis en train de dire. Ok, par exemple, je vais nommer par exemple cette poutre là avec un nom que je veux. Vous voyez, la longueur c'est 4,9. Ok, je prends une longueur comme ça. La largeur de la poutre, on avait vu comment prédimensionner. On a dit qu'on prend les 15, c'est 50 déjà. Parce que quand on a 4,9, quand on fait le prédimensionnement, on se dit L divisé par 10. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. On avait dit, donc ça va nous donner 49, donc supérieur ou égal, on prend 50. Vous voyez, je peux valider comme ça, je prends les appuis de 0,15 de part et d'autre. Voilà, j'ai une poutre qui est comme ça. Maintenant, s'il s'agit de mettre les charges que nous venons de calculer, premièrement, si vous calculez manuellement, il y a le poids propre de la poutre qui compte. Maintenant, si vous utilisez par exemple un logiciel, que ce soit Gretek, que ce soit Robot, n'importe quel logiciel que vous utilisez, dès que vous prenez une poutre, le logiciel vous envoie cette poutre-là avec une charge. Effectivement. Voilà. Par exemple, j'utilise ce logiciel. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le logiciel ou pas, mais on essaie de voir seulement. Par exemple, sur ce logiciel, déjà, sur ce logiciel, quand je prends les charges, je vois déjà qu'il y a le poids propre de la poutre qui est bien défini. Quand on dit poids propre d'une poutre, qu'est-ce qu'on fait? On prend le volume de la poutre, on multiplie par le poids volumique du béton armé. Et on va prendre cette charge-là, on va pondérer ça. Hein, multiplier ça par 1,35. Est-ce qu'on a compris? Ouais. Voilà. Donc, si je vais mettre une charge sur facile qui est bien répartie, je vais essayer de mettre ça. C'est combien on a dit? On a dit 10. Et la charge de la maçonnerie qu'on a calculée, c'était 8. OK? La charge d'exploitation, je n'ai pas calculé. Je crois que c'est 1,5. Bon, je vais mettre 5 par exemple. Je vais dire OK. OK? Je vais juste essayer de vous montrer qu'on a la possibilité de ferrailler cette poutre. Vous voyez que le ferraillage est là. Ça, c'est le ferraillage par rapport à la charge qui arrive au niveau de la poutre et par rapport à la portée de la poutre. Donc, pour cette poutre, vous voyez qu'il a doublé les nappes ici même. Donc, si je reviens sur le logiciel, manuellement, ça va vous prendre du temps parce qu'il faut calculer jusqu'à ce qu'il suffit de calculer la charge manuellement. Vous utilisez n'importe quel logiciel, que ce soit DDC, que ce soit Robot Structural, que ce soit SIP4, que ce soit Gretek, que ce soit n'importe quel logiciel que vous pouvez utiliser pour calculer les poutres. Déjà, avec ce ferraillage qui est très propre comme ça, on se dit que au chantier, on n'aura pas du mal. Et puis, cette poutre qui est ici, c'est une poutre qui est isostatique. Donc, c'est une poutre de rive ici, donc c'est isostatique ici. Donc, c'est pas continu. Pardon? Vous m'excusez. Bon, aujourd'hui, on ne va pas aller trop loin. Parce qu'il fait déjà 21h22. Voilà, donc, pour aujourd'hui, c'était pour calculer les charges. C'est-à-dire, comment faire pour calculer les différents types de charges que nous pouvons appliquer sur le bâtiment pour avoir
par exemple, de très très bons ferraillages pour que le bâtiment soit en sécurité. Mais je vous ai dit, les charges permanentes, il ne faut pas retenir par cœur, ce sont des charges qu'il faut calculer pour les appliquer sur ton bâtiment. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes charges que nous avons calculées ici que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous utilisez les enduits de part et d'autre de 2, la valeur sera différente de ce qu'on a calculé. OK? Maintenant, je vous ai dit que par exemple, ici, c'est la charge de l'étanchéité de 2 cm. Donc, si vous utilisez de l'étanchéité qui a une épaisseur supérieure à ça, cette charge change. Déjà, je crois le poids volumique de l'étanchéité, vous pouvez chercher, je crois c'est 2200 ou bien 22, comme ça, je crois, c'est dans les histoires là. Déjà, la forme de pente, on a trouvé 1,32 ici. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé l'épaisseur de la forme de pente de 6, qu'on a multiplié par le poids volumique du béton non armé. Les revêtements, on a utilisé les mortiers de pose de 5. Donc, ça nous a donné 1. On a utilisé les enduits sous plancher de 2. Tout à l'heure, Issa nous a dit qu'on pouvait utiliser 3. Mais si on utilisait 3, la valeur n'allait pas être 0,36. Donc, en fait, quand tu es devant un projet, réfléchis. Il ne faut pas faire du copier-coller. Quand tu fais du copier-coller, parfois tu auras du mal avec les bureaux de contrôle. Mais la plupart des projets qu'on fait au Sénégal, c'est une répétition. J'ai une personne qui est en Mauritanie. Qui me dit que là-bas, la plupart des façades sont identiques. Pourquoi? Parce que le voisin, le papa, il avait construit avec une façade. L'enfant va récupérer le même plan pour construire. Son neveu va récupérer le même plan pour construire. Le cousin va récupérer le même plan pour construire. Donc, du coup, c'est comme si tous les bâtiments sont identiques. C'est juste la différence avec les peintures. Aïda. Hein? Par rapport aux charges, ça te dit quoi? Les charges, c'est bon? Voilà. Oui. Bon, ce que je voulais savoir, on pouvait calculer manuellement et introduire ça sur le logiciel. Calculer quoi, s'il te plaît? Par exemple, au niveau des poutres, des charges linéaires. Ouais, mais Et c'est ce que après, j'ai. introduire ça sur Gretec. Ouais. Pour le ferraillage. Bien sûr. C'est ce que j'ai pris un exemple tout à l'heure, non? Oui, je l'ai vu. Parce qu'on utilisait la descente des charges. Hein? Oui. En fait, ça, j'ai pris un exemple quand tu veux faire manuellement les charges. Manuellement, ah d'accord. Voilà. Oh, c'est plus sûr ça. Voilà. Oui. Là, j'ai pris un exemple quand tu veux faire manuellement. Maintenant, si ce sont les mêmes charges, par exemple, si ce sont les mêmes charges que tu as utilisées, par exemple, sur un logiciel comme Gretec. Oui. Bon, par exemple, sur Gretec, tu peux faire directement la descente de charge. Et tu commences à ferrailler directement les poutres au même moment. Parce que le logiciel a fait une répartition des charges. Là, tu n'es plus obligé de venir mettre les charges manuellement. C'est ça. Alors, si tu veux faire manuellement, par exemple, tu vois, là, est-ce que vous voyez mon Gretec là? Oui. OK. Par exemple, sur Archipoutre. Voilà, tu viens directement sur Archipoutre. Il est où même? Oui. Archipoutre Baël. Donc, on a 2 options. OK. Soit tu fais manuellement, soit tu utilises Archipoutre. Par exemple, quand je prends Archipoutre, vous voyez, automatiquement, le logiciel m'envoie une section standard. Voilà. C'est à moi de modifier. Donc, je dis au logiciel que ma poutre fait 4,9 m. OK? Et l'appui droit et l'appui gauche étaient de 0,15, 0,15. Voilà. Et la section de la poutre était 0,15, 0,50. OK? Je peux fermer cette poutre. Vous voyez? Donc, vous voyez que ce sont les... Là, maintenant, c'est à moi maintenant de mettre les charges ponctuelles. Ponctuelles, oui. OK. Donc, du coup, voilà. Des gens qui n'ont jamais utilisé Gretec, vous nous excusez. Voilà. Donc, je vais mettre charge comme étant une charge permanente. Et puis, la nature de la charge, c'est en kilonewton. Donc, il fait kilonewton ici, il va multiplier par la longueur. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je mets la valeur qu'on a trouvée. On a trouvé 10. Je mets ça sur l'ensemble de la poutre. Exactement.
je crée un deuxième qui est une charge d'exploitation. J'avais mis Exploitation, c'est ça. 5. Tu vois? Oui. Je vais mettre ça aussi sur l'ensemble. Mm. Tu vois? Et puis, je peux fermer. Voilà, le chargement est là. Voilà, là, maintenant, tu peux actualiser pour avoir le ferraillage de ta poutre. Tu vois? C'est ça. J'ai l'impression que j'ai le même ferraillage avec le ferraillage que j'ai fait tout à l'heure. Oui. Donc, j'ai 2 12, 8, 8, Pour 8. les poteaux aussi. Oui, exactement. On Mais pour pouvait les poteaux, tu peux utiliser la faire même directement en configuration. utilisant la descente de charge. Ah, ok. J'ai l'impression que c'est exactement le même ferraillage. Hein. Oui. 12, 12, 8, 8, 8, 8 et 6 sur les 4. Oui. Voilà. Maintenant, en fait, il y a certaines personnes qui viennent ici pour faire quoi? Pour éviter les non-conformités des poutres. Voilà. Mais moi, je dis juste que ce sont des personnes qui manipulent mal le logiciel. Ça, c'est pour éviter les non-conformités des poutres. C'est-à-dire, tu viens ici, tu calcules les charges manuellement alors que tu as déjà fait la descente de charge. Il y a une manière d'arranger la non-conformité des poutres sur tous les logiciels que vous utilisez. Que ce soit DDC, que ce soit robot structural, que ce soit SIP4, que ce soit Portal Structure, que ce soit ce logiciel Gretec, que ce soit, bon, déjà ici, sur Acapulco, vous mettez les valeurs comme vous voulez. Donc, sur tous les logiciels, vous pouvez utiliser. Qui a encore une autre question? Avant qu'on puisse fermer la session. Non, c'est tout. Pourquoi nous poser des questions sur Gretec ici, hein? Bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de participants. Non, ça a été très clairement. Bien expliqué. Tu dis? Ça a été très clair, bien expliqué, ouais. Oui, c'est ça. Issa? Oui, je suis là. Voilà, maintenant, chacun de nous va me dire quel est le logiciel de dimensionnement que vous utilisez pour faire la descente des charges, que vous utilisez pour faire vos calculs. Bon, moi, j'utilise Gretec. Ok, toi, tu utilises Gretec, ça je sais, parce que tu viens de parler de ça. Moussa? Oui, j'utilise Gretec aussi, DDC. Ok. Et la formation que vous m'avez commandée encore fois. Ah, Acapulco. Ah, ok. Acapulco. Oui, c'est ça que j'ai utilisé ici, non? C'est ça que j'ai utilisé. Ah ouais. Issa? Oui. Quel est le logiciel que tu utilises? Bon, Gretec, premier choix, ce que vous m'avez appris. Ah bon? Oui. Après un peu RSA. Non, Gretec, premier choix. Ok, mais Gretec, c'est un très très bon logiciel. Je vous dis ça comme ça. Ouais. C'est un très très bon outil de dimensionnement. Ça, si vous utilisez Gretec, vraiment chapeau. Parce que Gretec, il fait très bien. Il économise très 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 bien. Il sait très très bien faire Gretec. Gretec, c'est bien. Il suffit juste de savoir quelles sont les charges qu'il faut donner au logiciel pour pouvoir faire. Maintenant, on va faire la dernière séance gratuite. Ça sera le dimanche prochain. Qu'on va essayer de vous montrer un peu comment faire le coffrage du radier et puis on va disparaître. Voilà. Disparaître comment? Ah? Disparaître comment? Non, on va disparaître. on va juste faire le coffrage du radier. Le reste, on laisse tomber. Vous allez chercher ailleurs. Ça reste là, les voiles. Ah, ok. Donc, le dimanche, on va laisser le radier. On va montrer comment calculer les voiles. Les voiles, oui. Okay, et ce ne sera pas sur le logiciel, ce sera manuellement. C'est ça, oui. Parce que ici, nous sommes en train de faire tout manuellement. C'est bien? Ouais. C'est bon? Oui. Ouais. Ok, c'est bien, monsieur Adams. Merci. Ok, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, pareillement. Ok. Au revoir. Okay.